Bonjour Lina. Bonjour. Bonjour Lina. Alors j'ai bien reçu tes documents, donc on va procéder à une révision. Mhm. Néanmoins, est-ce que tu pourrais me les envoyer par email, s'il te plaît? Les leçons? Oui, tes leçons. Parce que Alors j'ai pas de Ouais. leçons, on a des manuels avec des exercices. D'accord, mais ce que tu m'as envoyé sur WhatsApp, moi, je consulte pas trop mon téléphone, donc le mieux c'est que tu me les envoies par email pour qu'on puisse travailler dessus. Parce que tu me les as envoyés pourquoi? Pour travailler dessus, c'est ça? Ah non, je vous ai juste envoyé le nom des leçons parce que j'ai pas de leçons pour chacune des leçons. D'accord. Alors qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse aujourd'hui? J'ai pas bien compris. Alors je vous explique, j'ai une évaluation mercredi en management D'accord. qui regroupe plusieurs leçons qui ont ça a D'accord. tous ils ont tous un rapport entre eux et du coup c'est tout. C'est quoi les leçons du coup? Alors, il y a pourquoi est-il nécessaire d'organiser l'action collective? Alors, Comment appréhender, Alina, je vais les noter en même temps. Pourquoi est-il nécessaire? Je les note sur le diaporama. Parce que d'organiser l'action collective? d'accord, le téléphone, de manière générale, ne m'envoie pas trop de choses sur WhatsApp. Je les consulte pas ou très peu. Mhm. Pourquoi est-il D'ac- nécessaire? D'organiser l'action collective. D'accord. Organiser l'action collective. Très bien. L'action collective, dans quel sens? C'est un sens sociologique? C'est quoi? Parce que l'action collective, pour moi, c'est sociologique. Donc, dans quel sens? Euh, alors, il y a écrit Ouais. articuler action individuelle et action collective, identifier les critères et les spécificités permettant de distinguer les grandes catégories d'organisation, caractériser une organisation donnée. D'accord, mais c'est un chapitre quoi? C'est un chapitre de sociologie, d'économie, tu sais pas? Ah, de management. De management, d'accord, très bien. Le deuxième chapitre, alors attends, je prends une diapositive. Quel est le titre du deuxième chapitre? Comment appréhender la diversité des organisations? Bon. Très bien. Le troisième chapitre. Qu'est-ce que le management des organisations? Bon. Le quatrième chapitre. Euh, Comment le management permet-il de répondre aux changements de l'environnement? Au changement climatique, tu veux dire? Il y a écrit de l'environnement. Bon. L'environnement. Il y a un autre chapitre? Il y en a deux autres. Qu'est-ce que la stratégie? Est-ce que la stratégie, c'est tout? Mhm. D'accord. Et Et le le dernier? dernier, comment élaborer le diagnostic stratégique? D'accord, alors très bien, je te remercie Lina. Alors pour ces différents chapitres, donc il y en a un certain nombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les reprendre point par point. En 1 heure, on n'aura pas du tout le temps de les voir en entier. Ça, je préfère être franc avec toi. Mhm. Néanmoins, à mon avis, on peut faire des révisions sur chaque chapitre. Donc pour chaque chapitre, je te demanderai de me donner tes connaissances, parce que si le contrôle est pour la semaine prochaine, normalement, tu es censé avoir pleinement révision les mercredis. Et après, en fonction de tes connaissances, on effectuera une fiche de révision pour chacun des chapitres, en espérant qu'on ait le temps de tous les balayer pendant cette heure-là. Alors, par rapport au premier chapitre, pourquoi est-il nécessaire d'organiser l'action collective? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce chapitre-là, s'il te plaît? Alors attendez, je prends juste mon manuel pour pouvoir vous donner un petit peu les exemples. Alors, ça parle des intérêts individuels, l'action collective, D'accord. les ressources. En soi, ça, c'est quelque chose de... Enfin, normalement, j'ai déjà les bases. C'est pas...
Non, C'est mais pas plus mal. on va tous les revoir. Mais alors, tu peux continuer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre et qu'est-ce que l'action collective? Tu peux me définir l'action collective, s'il te plaît. C'est quand plusieurs personnes s'unissent pour, euh, pour un objectif. Mhm. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Ben, Par exemple, dans une entreprise, donne-moi deux types d'actions collectives qui peuvent être organisées et dans quel cadre? de type. Bon, alors, je vais t'aider un peu, hein. De toute façon, on va gagner du temps. L'action collective, déjà, effectivement, tu l'as bien défini, c'est ce qui permet à un groupe d'individus de se coordonner, de se coordonner pour atteindre un objectif commun plus efficacement qu'en agissant tout seul en réalité, qu'en agissant seul. Bon. Alors maintenant, dans une entreprise, moi, ce que je voulais te faire dire, en fait, c'est que on peut avoir une association ou même un mouvement social dans une entreprise qui va organiser l'action collective et qui va permettre, par exemple, de mieux répartir les tâches, d'utiliser au mieux les ressources et d'augmenter l'efficacité du groupe. Bon. Sans organisation, en fait, les efforts, ils risquent un peu d'être dispersés. Donc ça va entraîner des pertes de temps, des conflits ou une mauvaise utilisation des compétences de chacun. En fait, l'action collective, elle favorise la prise de décision, elle favorise la motivation des membres du groupe, et donc en définissant les rôles précis et en fixant des objectifs clairs, en gros, chacun sait ce qu'il doit faire et comment contribuer à la réussite du projet, et donc ça va renforcer la cohésion et l'engagement des participants. Dans une entreprise, par exemple, tu peux avoir une bonne organisation. Et une bonne organisation, elle va améliorer la productivité. Elle va permettre d'atteindre les objectifs fixés tout en réduisant les tensions internes. Bon, ça c'est Mhm. un petit peu comment on pourrait articuler, résumer en gros, parce que en une heure, on n'a pas forcément le temps de travailler les 6 chapitres, c'est quand même énorme. Donc Oui. on est là un peu pour les résumer. Bon. Est-ce que tu as des remarques par rapport à ce que je viens de dire? Non. D'accord. Alors dans ce cas-là, je vais le noter quand même hein, pour que tu aies un diaporama un peu plus complet. Alors, est-ce que tu as des questions? À part il n'y a pas de questions, il n'y a rien, c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Alors attends, je vais noter ça. Donc, alors dans une entreprise, une association ou même un mouvement social permet d'organiser l'action collective et donc de mieux répartir les tâches. Ça, c'est ce que je viens de dire. D'utiliser de manière efficiente, c'est-à-dire, tu sais ce que ça veut dire efficiente ou pas? J'ai oublié. Ça veut dire, c'est un synonyme d'efficace, mais on Ah, ouais. l'utilise plutôt en management. D'utiliser de manière efficiente les ressources disponibles et d'augmenter l'efficacité du groupe. Ça peut être une définition. Donc, en gros, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences de l'action collective, c'est que organiser l'action collective, l'action collective favorise la prise de décision et la motivation des membres du groupe, bien sûr. Et donc, en réalité, la définition des rôles précis et la fixation des objectifs, alors d'objectifs clairs, on va être un peu plus clair, d'objectifs clairs pour chacun permet de contribuer à la réussite du projet. Bon. Et donc ça renforce aussi, cela renforce la cohésion et l'engagement des participants. C'est super important. Ok. Bon. Alors, bah, écoute, si tu n'as pas d'autres remarques, on passe au chapitre suivant. Comme ça, on aura, à mon avis, c'est la meilleure manière de faire, vu le temps qui nous reste. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui.
Alors, pour le chapitre suivant, tu me dis, bon, comment appréhender la diversité des organisations? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Comment appréhender la diversité des organisations? Euh, Déjà, il y a trois types d'organisations. Les entreprises privées, les organisations ou entreprises publiques et les organisations à société civile. Eh bien, ensuite, Bah, après, ici, il y a le tableau de caractérisation ouais. et Ensuite. c'est tout. Alors, effectivement, bon, tu as bien défini les trois types d'organisations, je suis d'accord. Donc, la diversité des organisations. Bah, on va répondre à la question. Elle peut être appréhendée en observant les caractéristiques principales, donc la finalité, le but, la taille, le statut juridique, le mode de fonctionnement. OK. Ensuite, une organisation, elle peut être à but, mais ça, tu ne l'as pas forcément défini à but. But lucratif ou non Très bien. lucratif, je viens de le Voilà, mentionner. bien. Un but lucratif, donc c'est une entreprise qui cherche à maximiser ses profits, ou à but non lucratif. Ça peut être une association, loi 1901, qui vise à défendre une cause ou à rendre un service à la société. Bon. Ensuite, il y a des organisations qui appartiennent au secteur public, donc comme les administrations, tandis que d'autres relèvent du secteur privé. Bon. Et donc, pour mieux comprendre en gros c'est ce que la question, c'est ce que le chapitre veut te faire comprendre. Pour mieux comprendre la diversité de ces organisations, c'est assez important, à mon avis, d'analyser la manière dont chaque organisation est structurée. Comment elle prend ses décisions en interne. Et donc, un exemple, une grande entreprise qui possède souvent une hiérarchie plutôt formelle, avec différents niveaux de direction, bah, une start-up, tu sais ce que c'est une start-up ou pas? Ça me dit quelque chose. Alors, une start-up, c'est une société naissante, souvent dans le domaine de la technologie, etc. Et donc qui a un modèle plutôt innovant, ok? Donc qui fonctionne un petit peu de manière plus flexible, plus collaborative qu'une grande entreprise. Donc, et de même, une association, elle repose souvent sur l'engagement bénévole et des financements publics ou privés. Bon. Et donc en fait, cette diversité-là de ces organisations LINA, elle permet et elle oblige les acteurs économiques et les managers à adapter le mode de gestion en fonction du type d'organisation dans lequel ils évoluent. Alors, on va résumer tout ça, à part si tu as des questions. Pas de questions? Non. Ok. Alors, la diversité des organisations peut être appréhendée en observant les caractéristiques principales. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la finalité, c'est But. taille, c'est statut juridique. Tu peux me donner des statuts juridiques et mode. SAS, C'est quoi une SA, SAS? C'est quoi? L. Une SS SA, c'est Société Anonyme. et SAS? SAS, c'est Société Anonyme. Ah non, SAS, c'est pas société anonyme, c'est Oui, société pardon, pardon. par action simplifiée. Oui, voilà. Simple. T'étais pas loin. Alors, c'est quoi une société anonyme? Et tu sais Euh, combien le montant minimum pour pouvoir ouvrir une société, le capital? Combien il est de euh, capital? C'était. Ah non, je sais plus. C'est 37 000 euros. Hello. Voilà. Alors, une organisation peut être donc à but lucratif, donc on est là pour faire de l'argent, faire plus simple. Donc, une entreprise qui cherche à maximiser, parce que c'est ça en fait une entreprise, hein, maximiser ses profits. On est là pour gagner de l'argent. Ou à but non lucratif, ça va être tout ce qui va être association, etc. Donc, qui vise à défendre une cause, si tu préfères. Mais attention, ou un service. L'association, elle est juste financée par d'autres moyens. Elle ne vit pas gratuitement, en fait, hein. Mhm. Alors, pour mieux comprendre, pour mieux saisir, on va dire, cette diversité, il est relativement important, s'il n'y a pas que ça, relativement important d'analyser la dont chaque manière dont chaque organisation est structurée. Donc, et prend ses décisions. Voilà. Ça, à mon avis, c'est le plus important. Donc là, il y a l'exemple, on avait pris un exemple, grande entreprise, par exemple, hier on avait parlé de Total, possède une hiérarchie formelle, tu vois, et en gros, ils ont un comité exécutif, un comité de direction,
il y a un siège. Dans ce siège-là, il y a plusieurs organes de direction. Bon, donc il y a plusieurs niveaux de direction, d'accord? Avec plusieurs niveaux de direction, ce qui n'est pas le cas d'une startup. Startup, ça se veut plutôt fluide, plutôt flexible, et donc on peut tout à fait l'opposer. Alors, en conclusion, cette diversité oblige les acteurs économiques, que nous sommes chacun en fait, hein, et comment on peut définir ça en réalité de manière plutôt simple, les managers, on va dire ça comme ça, les managers à adapter leur mode de gestion en fonction du type d'organisation. Bon. Bien évidemment, l'organisation ne sera pas la même si on est dans une société anonyme ou dans une petite SARL. Bon, ça me paraît plutôt évident. Alors maintenant, par rapport au troisième chapitre, qu'est-ce que le management des organisations? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que le management des organisations? Ouais. Qu'est-ce que Euh, le management des organisations? Honnêtement, je sais pas trop. Tu sais rien? Je me rappelle pas trop de la leçon. D'accord. Alors, le management des organisations, en réalité, il va regrouper plusieurs pôles. Donc, et ça regroupe aussi l'ensemble, en réalité, des techniques. À ton avis, ça va être quoi, les techniques? Les techniques. Là, Euh, j'ai entendu des pages tourner, oui, hein. je Tu suis lis en train de chercher, manuel, mais je suis en train de chercher la leçon. hein. Ah oui, du coup, oui. Le management stratégique et opérationnel, oui, oui, c'est bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, du coup? Bah, le management stratégique bah, et opérationnel, c'est deux managements différents. C'est ça. Stratégique, c'est ce qui est pris par le dirigeant. C'est quelque chose qui peut bouleverser l'entreprise, que ce soit négativement ou positivement. Et opérationnel, c'est par le personnel d'encadrement. C'est une décision un peu plus fréquente et plus simple. Bien. Alors, effectivement, le management des organisations, en réalité, il désigne l'ensemble des techniques et des pratiques mises en place pour piloter, coordonner et pourquoi pas, on va rajouter, optimiser le fonctionnement d'une organisation. D'ailleurs, attention, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association ou d'une administration, une organisation n'est pas forcément enfin, c'est ce qu'on vient de voir, n'est pas Mm. forcément une entreprise à but lucratif. Bon. Il repose sur plusieurs fonctions essentielles. Donc, ça va être quoi? Ça va être la Euh, planification Vas-y, je t'écoute. Fixer les objectifs, Eh bien, l'organisation du travail, euh, animer et mobiliser bah, les équipes et euh, je sais pas. alors effectivement, c'est bien ce que tu as dit, la planification des objectifs Après. et les résultats, en réalité. C'est ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Alors, le but du management, c'est d'assurer l'efficacité et la performance de l'organisation tout en s'adaptant à son environnement. Et ça, on pourrait même utiliser ça comme définition. Le but du management est d'assurer l'efficacité et la performance de l'organisation tout en s'adaptant à son environnement. Et ça, c'est super important. Alors, on conclut. Donc, en fonction du type d'organisation, le management, il peut prendre différentes formes. Bon, alors dans une entreprise, par exemple, reprenons l'exemple de Total, il vise principalement à augmenter la rentabilité et la croissance. Tandis que dans une association, il cherche à mobiliser des bénévoles et à atteindre un objectif, mais un objectif social. C'est pas un objectif lucratif et financier. Dans une administration publique, le management a pour rôle d'améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Bon, tu prends l'administration fiscale, son rôle est d'améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Quelle que soit l'organisation, un bon management doit motiver
motiver les équipes, optimiser les ressources et anticiper les changements, à mon avis, pour assurer une pérennité, c'est-à-dire que l'activité puisse durer dans le temps. Alors, Mhm. je vais résumer ces points-là. Donc, en réalité, entreprise, deux points. Le management, il vise rentabilité et croissance. Alors, maintenant, dans une administration publique, en réalité, amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. Voilà. Ça c'est les deux c'est les deux grands rôles en réalité du management organisationnel. Bon, il y a aussi d'ailleurs, pour ta culture, ce qu'on appelle la science des organisations. Hein, ça, c'est très important. Notamment là-bas, on y étudie le management des organisations. C'est une filière universitaire qui touche à ça. Alors Mhm. maintenant, comment le management permet-il de répondre au changement de l'environnement? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Alors ça? ça, on en avait parlé un peu hier. Par exemple, comment ça s'appelle déjà? C'est une finalité sociétale. Par exemple, quand une organisation, enfin une entreprise plutôt, essaie de se donner une meilleure image. Effectivement, effectivement, le greenwashing, on en a parlé hier. Oui, greenwashing, exactement. Très bien. Très bien. Alors, le management, en fait, il permet de répondre aussi au changement de l'environnement en adaptant la stratégie, en adaptant l'organisation interne de l'entreprise ou de toute autre structure. En fait, pour aller droit au but, l'environnement d'une organisation, il évolue en permanence, déjà. Là, je parle de l'environnement au sens environnement, pas forcément écologique. Bon. Donc, il évolue en permanence sous l'effet de divers facteurs comme les avancées technologiques, comme la concurrence, les évolutions du droit, les attentes des consommateurs. Donc, un management efficace repose un petit peu sur une veille stratégique donc pour anticiper ces évolutions et ajuster les décisions en conséquence. Donc, par exemple, une entreprise qui est, changeons d'exemple, prenons l'entreprise Microsoft, qui est confrontée par exemple à une nouvelle réglementation, elle peut adapter ses processus de production pour rester conforme aux normes en vigueur. Donc, de plus, le management il favorise la flexibilité et l'innovation pour permettre à l'organisation de rester compétitive face au changement. Qu'en réalité, il peut s'agir de revoir le mode de fonctionnement interne, de former les salariés à de nouvelles compétences, ou d'adopter, pourquoi pas, des outils technologiques innovants, par exemple face à la digitalisation. Parce que en fait, la question, elle n'est pas forcément que, tu sais, sur l'environnement au sens écologique. C'est aussi sur l'environnement de l'organisation. Qu'est-ce qui l'entoure, en fait? Moi, c'est comme ça que je comprends la question. Donc, face à la digitalisation, de nombreuses entreprises, bah, elles ont développé le télétravail et elles ont investi dans des plateformes numériques pour améliorer leur productivité. Mhm. En anticipant et en s'adaptant aux évolutions de son environnement, le management, à mon avis, il a un but plutôt simple, c'est de garantir la pérennité, d'accord, et la croissance de l'organisation. Voilà, c'est ça les deux grands rôles d'un management efficace, qui prend en compte son environnement, c'est garantir la pérennité et la croissance de l'organisation. Est-ce que c'est plutôt clair? Oui, D'accord, alors dans ce cas-là, je vais le noter brièvement. Donc effectivement, le management permet de répondre au changement de l'environnement en adaptant en réalité, la stratégie et l'organisation interne de l'entreprise ou de toute autre structure. Bon, ça, c'est ce qui va être important. Maintenant, l'environnement d'une organisation, il évolue en permanence, d'accord? Sous l'effet de divers facteurs comme les avancées technologiques, la concurrence, par exemple. Est-ce que tu as d'autres facteurs, Lina? non, pas du tout. Alors, les évolutions législatives, ça va venir modifier l'environnement de l'entreprise, en l'occurrence Mhm. l'environnement juridique de l'entreprise, ou de l'organisation pour rester plus général.
des consommateurs, ça peut aussi être les attentes. Donc en fait, il y a un petit peu ce qu'on appelle la veille, notion de veille, veille stratégique pour anticiper ces évolutions. Ça va être très très important et ajuster les décisions en conséquence. Ça, c'est quelque chose de crucial. Bon, maintenant, le management, on l'a dit hier et on l'a dit depuis qu'on a commencé nos cours ensemble, il favorise la flexibilité et l'innovation pour permettre à l'organisation de rester compétitive, de toujours maintenir une productivité face au changement. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être de revoir le mode de fonctionnement, ça peut être de former les salariés à de nouvelles compétences ou d'adopter des outils technologiques innovants comme l'IA. On en a parlé hier. Alors, Mhm. je les note. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être de revoir le mode de fonctionnement interne, former les salariés à de nouvelles compétences ou adopter des outils technologiques innovants. Ça va faire la différence. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est clair. Très bien. Alors, on passe au chapitre suivant. Euh, mais je pense qu'on les aura finis, mine de rien, avant l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est, tant mieux d'ailleurs, qu'est-ce que la stratégie? C'est quoi la... Alors, la stratégie, c'est des décisions qu'on met en place, des décisions à long terme qu'on met en place Bien. euh, pour atteindre des objectifs. Oui, bon, ça c'est la définition. Je suis d'accord avec toi, très bien. Maintenant, par rapport, ça peut concerner quoi comme aspect, la stratégie, dans une Euh, entreprise? je sais pas trop la vérité. Alors, la stratégie, effectivement, tu l'as dit, c'est l'ensemble des décisions et des actions prises par une organisation pour atteindre les objectifs à long terme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tenant compte de son environnement, ce qu'on vient de voir au chapitre précédent. Alors maintenant, ça consiste à analyser les forces et les faiblesses de l'organisation, identifier les opportunités, les menaces du marché, et ensuite définir un plan d'action adapté. Donc, en réalité, une bonne stratégie, elle permet à une entreprise de se démarquer de ses concurrents, d'optimiser ses ressources et bien sûr d'assurer sa pérennité. En fait, dans une entreprise, la stratégie, elle peut concerner plusieurs aspects. Le choix des produits ou les services à développer, l'expansion vers de nouveaux marchés, la fixation des prix ou encore l'adoption de nouvelles technologies. Elle peut être offensive lorsqu'elle vise à conquérir des parts de marché ou défensive lorsqu'elle cherche à protéger l'entreprise face aux menaces extérieures. Bon. Et une stratégie efficace, elle doit être cohérente, réaliste et évolutive. OK, Mhm. retenir ces trois points pour s'adapter au changement de l'environnement économique et concurrentiel. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et si tu veux, c'est comment on peut résumer ce long chapitre, parce on pourrait y passer des heures et des heures sur la stratégie. Mais j'ai essayé un petit peu de le résumer en 1 minute. Est-ce que c'est clair? Si oui, je le note. Oui, oui, oui. Parfait. Alors, effectivement, donc je vais me rappeler ce que tu as dit. La stratégie est l'ensemble des décisions et des actions. Ne pas oublier, parce que on dit il y a des décisions, il y a aussi des actions. Une décision amène une action. Les actions prises par une organisation pour atteindre ses objectifs à long terme, en tenant compte de son environnement. Elle consiste à quoi? Elle consiste à analyser les forces et les faiblesses de l'organisation, ok? Identifier Alors, je vais peut-être un peu trop vite. Identifier les opportunités et menaces du marché, puis définir un plan d'action adapté. Donc, une bonne stratégie permet à une entreprise de se démarquer de, euh, de la concurrence et d'optimiser
ses ressources. Ça, et bien sûr, assurer, je le rajoute, sa pérennité et qu'elle puisse s'ancrer dans le temps. Alors, la stratégie peut concerner, plusieurs aspects. Le choix des produits ou services pour développer l'expansion vers de nouveaux marchés, la fixation des prix ou encore l'adoption de nouvelles technologies. Voilà. Donc, elle peut être offensive ou elle peut être défensive. Ça, on l'a vu. Je le rappelle, par contre, pour pas que tu l'oublies. Offensive, elle vise à conquérir les parts de marché. Et défensive, en fait, si tu veux, elle cherche à protéger, on va résumer ça comme ça, protéger l'entreprise face aux menaces extérieures. Donc la stratégie efficace, en fait, elle doit être cohérente, réaliste et évolutive. Ça, on peut le noter, on peut le noter là pour que tu t'en rappelles, à mon avis. Cohérente, réaliste et évolutive. Est-ce que tu as des questions? Non, j'ai pas de questions. D'ailleurs, je voulais juste vous dire que je viens de me rappeler que le chapitre 6 il n'est pas dans l'évaluation. On l'avait pas encore commencé, je me suis C'est trompée. quoi, c'est le dernier? Oui, Le celui-là. diagnostic interne, c'est pas la peine? Oui. D'accord, alors je l'enlève. Alors, eh ben, écoute, tu vois, en 34 minutes, on a pu faire un rapide tour de ces chapitres. Bien évidemment, ces résumés ne peuvent pas venir justement résumer des heures et des heures de cours. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit QCM, ok? On fait un QCM sur ces 5 chapitres. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Alors, je vais réfléchir à des questions. Alors, attends, laisse-moi 2 minutes, je réfléchis à des petites questions. Euh, alors, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, attends, comment je peux te projeter ça? Bon, on va le faire comme ça. Alors, QCM. Alors, là, c'est sur le chapitre 1. Donc, on va faire simple. Chapitre 1, ça veut dire. Tu te rappelles du chapitre 1 ou faut que je le note? Oui, oui, je me rappelle. Pas grave, je le note quand même, d'organiser l'action collective. Alors, moi, j'ai une question, enfin, j'en ai deux à chaque fois. Organiser l'action collective permet de... Alors, à chaque bonne réponse, c'est 1 point. À chaque mauvaise réponse, c'est moins 20 points. D'accord? Ok. Voilà. Donc, tu n'as vraiment pas intérêt à te rater. Mhm. Laisser chacun agir librement sans coordonner, parce que là, pour le coup, on l'a vu, coordonner et améliorer l'efficacité capacité, euh, augmenter la compétition entre les membres du groupe et allez, éviter, tiens, je te complexifie un peu, éviter toute hiérarchie dans l'organisation. Alors, c'est quoi la réponse? Alors, il y en a plusieurs, ou bien il y en a qu'une. Alors ça, allez, je t'aide un peu, il y en a qu'une. D'accord. Alors, organiser l'action collective permet de laisser chacun agir librement sans contrainte ou efficacité. Augmenter la compétition. Euh, Coordonner les efforts et améliorer l'efficacité. Alors, effectivement, c'est coordonner les efforts et améliorer l'efficacité. C'est bien. Donc là, tu as chopé 1 point. Bravo. Alors, je vais noter là comme ça, il n'y a pas de triche. 1 point. Alors, on passe à l'autre question. Alors, l'autre question, je vais te la donner. C'est une action collective, je la note, hein. Une action collective mal organisée peut entraîner allez, une meilleure communication interne, une perte de temps et des conflits,
une augmentation de la motivation des membres ou une suppression des objectifs communs. Alors, c'est quoi la réponse? Il n'y en a Euh, qu'une. À chaque fois, il n'y en a qu'une. d'accord. Une action collective mal organisée peut entraîner une perte de temps et de conflit. Absolument. Ouais, c'est ça. C'est une perte de temps et des conflits. Bon, très bien. Donc là, on est à 2 points. Alors, parfait. Maintenant, sur la prochaine question, qui là, du coup, concerne le chapitre 2, je vais te la noter. Alors, on va faire plus simple. Alors, tac. Donc, alors, parce que là, tu vois rien. Donc, alors, comment appréhender la diversité des organisations? C'est le chapitre. Question 3. Une organisation à un but non lucratif a pour objectif principal la maximisation des profits, la satisfaction des actionnaires, la réalisation d'une mission d'intérêt général ou la réduction des coûts de production. Alors, la satisfaction des actionnaires. C'est ton dernier mot? Hum, attendez. Euh, j'hésite entre la B et la C. Ah, c'est la C. Mais Ah bon, bon? c'est la C, du coup, bon. Alors, ça fait moins 22 points. Alors, c'est la C. Effectivement, bon, du coup, tu avais faux, hein, c'était la C parce qu'en fait, pourquoi la C? Une organisation à but non lucratif a une mission d'intérêt général. En fait, le premier but, c'est vraiment de faire les choses pas pour l'argent. Donc, on peut pas dire que c'est la B, parce que la B, c'est la satisfaction des actionnaires. Mais il y a pas d'actionnaire dans une association. Mhm. Voilà. Alors maintenant, par rapport à la question suivante, alors, je vais la poser. On y va. Alors, quelle structure repose généralement sur l'engagement bénévole? A, une entreprise privée, B, une administration publique, C, une association, D, une start-up. Une association. Effectivement, c'est une association très, très bien. Donc, tu gagnes un point, tu remontes progressivement, c'est bien. Alors, maintenant, sur le chapitre 3, qu'est-ce que le management des organisations? Alors là, je vais te poser une question. On y est. Alors, attends. Tac, comme ça, tu la vois. Alors, qu'est-ce que le management des organisations? Réponse. Le management des organisations consiste à maximiser uniquement les profits d'une entreprise, piloter et coordonner les ressources pour atteindre des objectifs, appliquer des règles strictes sans adaptation possible ou éviter toute prise de décision stratégique. Euh, la B. Très bien, c'est la B, effectivement. C'est la B. Bravo. Effectivement, c'est piloter et coordonner les ressources pour atteindre des objectifs. Alors, sixième question, toujours sur le chapitre 3. Donc, on va pas bouger. Alors, parmi ces fonctions, laquelle ne fait pas partie du management? Planification des objectifs, organisation des ressources, développement personnel des salariés ou contrôle des résultats? L'organisation des ressources. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Alors, la bonne réponse, c'était la C, c'était le développement personnel des salariés ne fait pas partie des fonctions du management. Parce que la question, c'est vraiment laquelle ne fait pas partie du management. Alors que l'organisation des ressources, bah non, justement, ça fait partie du management. C'est que le management, c'est organiser les ressources, que ce soit des ressources humaines, d'accord, des effectifs, ou alors les capitaux, l'argent. Donc en fait, non, c'est l'organisation des ressources, c'est le management. Donc la bonne réponse, c'était justement le développement personnel des salariés. Je veux dire, l'entreprise n'a pas à manager les séances de yoga des salariés. Ça rentre pas dans ses compétences. Bon, du coup, c'est pas correct. Alors, on passe à la prochaine question, chapitre 4. Alors, pourquoi, je l'ai noté,
Donc, ça va être plus simple. Pourquoi une entreprise doit-elle s'adapter au changement de son environnement? Pour rester compétitive et assurer sa pérennité, pour éviter toute forme d'innovation, pour ne jamais modifier sa stratégie initiale ou pour empêcher l'émergence de nouvelles technologies? Pour rester compétitive et assurer sa pérennité. Alors, c'est effectivement, c'est pour rester compétitif. Donc, bonne réponse. Alors, très bien. On passe ensuite à la question suivante. Quel outil, alors je te le donne, quel outil est utilisé pour analyser l'environnement externe d'une organisation? Le SWOT, S-W-O-T, force, faiblesse, opportunité, menace, la comptabilité analytique, les 4 P du marketing ou la gestion des stocks. C'est le SWOT. Ouais, très bien, c'est le SWOT, ouais, parfait. Alors, question suivante. Là, c'est le chapitre 5. Qu'est-ce que la stratégie? Je te le mets. Alors, c'est le dernier chapitre. Donc, la stratégie d'une entreprise sert principalement à gérer les tâches quotidiennes des employés, définir une vision à long terme pour atteindre ses objectifs, supprimer la concurrence sur le marché ou augmenter uniquement le chiffre d'affaires à court terme. Euh, c'est la B. Ah non, pardon, la A. Ou la B, je sais pas. Euh, Pourquoi ce serait la B? ben, parce que le but de la stratégie, c'est de, de, euh, de trouver un moyen de résoudre, de, de résoudre son objectif. Très bien, effectivement, c'est ça. Donc c'est bien la B, c'est la stratégie définir une vision à long terme pour atteindre les objectifs. Parfait. Alors, dernière question, c'est sur l'analyse Pestel. Ça, on l'avait vu au tout premier cours. Alors, Mhm. on y va. L'analyse Pestel permet d'étudier les performances financières de l'entreprise, l'environnement global qui influence l'organisation, ou les motivations des employés, ou les tendances en matière de recrutement. C'est quoi? Euh, les performances financières de l'entreprise. T'es sûr? Oui. Alors, c'est l'environnement global qui influence l'organisation. En Ouais. fait, c'est quoi la méthode Pestel? Est-ce que tu t'en souviens? Je me rappelle, je pensais que c'était par rapport en termes du financement de l'entreprise. Alors, effectivement, mais c'est un peu plus précis. En fait, Pestel, c'est quoi? Pestel, c'est politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. En gros, Pestel, c'est un outil d'analyse. Mais attends, je vais le noter. Comme ça, tu t'en souviendras. Mhm. Alors, attends. Alors, Pestel, moi, je reprends si tu veux, comment on travaille sur ce point-là. Alors, la méthode Pestel, c'est un outil d'analyse stratégique, donc ça rentre effectivement dans le dernier chapitre, qui permet d'étudier l'environnement global d'une organisation en identifiant les facteurs externes qui peuvent influencer son activité. Donc, alors, c'est quoi? C'est politique. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être impact des organisations, impact des décisions gouvernementales, gouvernementales. Ça va être ensuite les régulations, par exemple, la stabilité économique, etc., etc. Ensuite, ça va être socioculturel, Pestal. Ça va être quoi? Non, pardon, il y a économique avant. Ça va être quoi? Ça va être l'état du marché, par exemple. Ça va être le taux de croissance. Ça va être l'inflation. Ça va être le pouvoir d'achat. Ça va être le taux de chômage, etc., etc. Enfin, la liste, elle est très longue. Là, j'essaie de te résumer ça.
Mhm. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a justement? On a socio-culturel, ça va être quoi? Ça va être les tendances démographiques. On va aussi se pencher sur les modes de consommation, sur l'éducation, sur les valeurs culturelles, etc. Ensuite, technologique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les innovations, les nouveaux procédés, les investissements en recherche et développement, la digitalisation, etc., etc. Bon. Ensuite, on a enfin, il en reste deux, écologique. Alors, attends, celui-là, on voit plus rien. Écologique, ça va être quoi? Ça va être les préoccupations environnementales, Mhm. les normes écologiques, le développement durable. C'est quoi le développement durable? Tu peux me le rappeler? Développement durable, Ouais, bon, tu sais, ouais, vas-y. c'est tout ce qui est en rapport avec l'environnement. Oui, il y a une définition, en fait, si tu veux, qu'il faut retenir, c'est en fait, la définition très simple du développement durable, c'est que les activités du futur ne doivent pas, si tu veux, entacher les activités présentes. Mais on peut aussi appliquer ça dans l'inverse. C'est que ce qu'on fait pour les générations actuelles doit préserver les générations futures. Voilà. Ça c'est la définition du développement durable. Mhm. Ensuite, il y a le légal. Ça va être quoi? Ça va être en fait les législations en vigueur, le droit du travail, les normes de sécurité, la propriété intellectuelle, etc. Et en fait, cette méthode, elle est vraiment pas mal parce que elle aide les entreprises à anticiper les opportunités et les menaces de leur environnement afin d'adapter leur stratégie en conséquence. Alors, est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire ou pas? Oui, oui, c'est clair. D'accord. Alors, ce que tu vas faire là pour les 5 minutes là, qui nous restent, c'est de répondre à une question argumentative que je vais te donner tout de suite, euh, justement sur l'analyse Pestel en fait. Comme ça, on va bien vérifier que c'est acquis, parce que c'est super important. Alors, en quoi l'analyse Pestel est-elle un outil essentiel pour les entreprises dans l'élaboration de leur stratégie? Et là, je vais te demander de justifier ta réponse en t'appuyant sur des exemples concrets. Donc, je te la mets. Donc, les Ouais. consignes, ça va d'expliquer en quoi l'analyse Pestel permet d'anticiper les opportunités et les menaces. Il faudra illustrer ensuite la réponse avec des exemples d'entreprises ou de secteurs d'activité qui ont dû adapter leur stratégie en fonction de facteurs externes, donc technologiques, écologiques, économiques. Et enfin, de structurer ta réponse, pourquoi pas, hein, pour la prochaine fois, avec une introduction, un développement et une conclusion. Je veux dire, c'est toujours un exercice utile. Ça permet de voir si c'est acquis, il y a encore des besoins. Alors, je te laisse le commencer, en fait. Et Mhm. pour la prochaine fois, on le corrigera ensemble. Mais je reste là jusqu'à la fin du cours, bien entendu. Mhm. Et tu vas plutôt le commencer. Et on le finira la prochaine fois, en fait. Ok. Je t'en prie.
Alors, comment ça se passe, Lina? Bah, je suis encore au premier paragraphe. D'accord. Ok. Bon. Alors, on va s'arrêter là. Mhm. Pour la prochaine fois, donc, il faudra finir cet exercice-là, me le transmettre, si possible, sur le groupe WhatsApp. Je regarderai en temps opportun avant notre séance, en tout cas. Si tu me le transmets moins de 24 heures avant, j'en prendrai pas connaissance. Et donc, en fait, ça aura servi à rien. Donc, essaye de me le transmettre au moins 24 heures à l'avance avant mardi D'accord. prochain. Donc, jusque dimanche, quoi. Mhm. Lundi, ça sert à rien, je le lirai pas, de toute façon. Ok. Ok. Bon, bah, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et poursuis tes Merci. efforts comme ça. Continue À comme vous ça. aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.